Chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier numéro de CCAFI Online, numéro consacré au cancer de la prostate et qui sera le premier numéro d'une série de 6 avec le soutien institutionnel des laboratoires Janssen. Autour de moi aujourd'hui pour discuter de l'actualité, Philippe Beusbock, oncologue, Christophe Hennequin, radiothérapeute, Pierre Mongier-Artus, urologue et Arnaud Méjean, qui nous rejoindra plus tard pour la conclusion de cette émission pour nous délivrer les take-home messages. Au sommaire de cette émission, une première rubrique transversale animée par Pierre Mongier-Artus où l'on discutera de la problématique de l'os chez le patient traité pour un cancer de la prostate. Les nouveautés de l'année qui seront délivrées autour de cas cliniques sur le patient porteur d'un cancer de la prostate à haut risque de récidive, chez le patient porteur d'un cancer de la prostate dit naïf de castration au stade de la métastase et enfin les patients porteurs d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration. Et donc au final, nous aurons les take-home messages qui serviront de conclusion à cette émission. Je passe la parole à Pierre Mongier-Artus pour cette première rubrique transversale de l'os avec des questions qui se posent à deux stades de la maladie. Finalement, Pierre, un stade où le patient est métastatique, hormonosensible et où la prévention de l'événement osseux est important. Et la deuxième phase, qui est le cas du patient qui est métastatique résistant à la castration. L'introduction est effectivement tout à fait adaptée puisqu'il est essentiel de distinguer deux situations. La première situation, c'est le cancer de prostate, naïf de tout traitement. Et l'objectif dans ce cas précis, c'est de prévenir la déperdition du capital osseux. La deuxième situation, c'est celle du cancer de la prostate qui est résistant à la castration, avec un objectif cette fois qui est de prévenir les événements liés aux métastases. Ces événements osseux liés aux métastases sont appelés finalement SRE ou SSE dans les différents articles que vous pourrez lire, selon qu'ils sont très élargis ou que les critères sont restreints aux événements osseux cliniquement significatifs. Alors, premier temps, le cancer de la prostate, naïf de tout traitement. Dans cette situation-là, le diagnostic est posé une fois sur 3 chez un patient qui a déjà une perte de capital osseux. Et l'ostéopénie qui va être induite par le traitement est plus sévère que celle dont on nous parle régulièrement pour la femme ménopausée et cette ostéopénie est maximale la première année. Les traitements médicamenteux, si on se place sur le moyen terme que va recevoir le patient, en tout cas pour ceux qui ne sont pas traités par radio-hormonothérapie, vont comporter pratiquement toujours une corticoïde qui va être un facteur supplémentaire d'ostéopénie. Enfin, dernier élément à prendre en considération, c'est l'âge du patient, puisque la résistance à la castration et le diagnostic de cancer de la prostate métastatique se fait au-delà, généralement, de 70-75 ans, et l'âge est un facteur prédictif de chute. Chute et perte osseuse est un facteur, bien sûr, très important de fracture. Et c'est malheureusement ce que l'on observe et ce qui est très impactant pour ces hommes, c'est que la fracture du col du fémur laisse des séquelles motrices dans plus d'un cas sur 2 et altère très significativement la qualité de vie de ces patients. Et enfin, elle est porteuse par elle-même d'un taux de mortalité qu'on estime à peu près à 1 fois sur 4. Finalement, ce risque de fracture, eh bien, il se traduit par la survenue de fractures. Ce risque est augmenté par la durée de la castration et ce risque est tout à fait attesté avec un surrisque de pratiquement 7% sur 5 ans chez les hommes ayant un cancer de prostate traité par castration. Ce survenu de fracture n'altère pas seulement la qualité de vie des patients, mais est un point d'inflexion dans l'histoire naturelle de la maladie avec une diminution de la survie médiane de ces patients. Alors que pouvons-nous faire, nous, oncologues, onco-urologues, pour prévenir ce risque? Éventuellement utiliser des œstrogènes, mais la mortalité cardiovasculaire est bien trop importante pour que cette piste soit intéressante.
On peut utiliser la castration de façon intermittente, mais ce n'est pas non plus une piste très porteuse parce que la déperdition est maximale dans les premiers cycles et l'intermittence ne permet que de stabiliser la maladie et éventuellement utiliser des antiandrogènes de première génération dont les indications sont particulièrement limitées. Donc tout cela pour dire que la prévention, elle est rhumatologique et non pas oncologique. Et cette prévention passera par l'application des recommandations du comité de cancérologie de l'AFU de 2013 qui sont complétées par des recommandations en 2015 communes à l'AFU et à la Société française de rhumatologie. Que dit l'AFU? L'AFU dit des choses très simples. Il est nécessaire, lorsque l'on va induire une castration chez un patient, de s'enquérir de ses risques de déperdition osseuse, de ses facteurs de risque, de doser la vitamine D et de prescrire une ostéodensitométrie en se questionnant sur le risque de chute chez ce patient. Les conséquences seront une prise en compte des facteurs de risque pour essayer de les contrôler, la prescription d'une activité physique spécifique éventuellement par le soutien d'une kinésithérapeute et une normalisation des taux de vitamine D chez le patient, une normalisation des apports en calcium et en vitamine D, tout cela complété éventuellement par le recours à un gériatre pour prévenir le risque de chute. Les recommandations nouvelles de 2015 sont des recommandations qui, en quelque sorte, complètent et simplifient cette prise en charge. Il faut se référer aux recommandations 2013. Si l'on identifie un facteur de risque de déperdition osseuse, il est tout à fait légitime et recommandé maintenant d'adresser ce patient au rhumatologue qui, lui, pourra assurer cette prise en charge et éventuellement la prescription d'un traitement antirésorptif osseux. Deuxième temps, le temps de la résistance à la castration. L'objectif est là, je vous le rappelle, la prévention des événements liés aux métastases osseuses. Avant tout, à rappeler que si le cancer est résistant à la castration sans métastase osseuse, il n'y a pas lieu d'utiliser un traitement spécifique. Ces événements liés aux métastases sont des événements qui sont malheureusement très fréquents, puisque plus d'un patient sur deux sera intéressé par ce type de complications avec des conséquences significatives sur sa qualité de vie. Comment lutter contre ces événements osseux? De deux façons. Par deux molécules classiques, l'acide zolédronique, le premier historiquement à avoir été utilisé toutes les 4 semaines, qui va diminuer la survenue de ces événements, et le dénosumab, qui lui va retarder la survenue de ces événements, retarder la survenue de ces événements symptomatiques, et pour ces deux molécules, aucune incidence sur la survie des patients. En revanche, la troisième molécule qui est arrivée plus récemment, c'est le radium-223 qui permet de retarder la survenue des événements osseux liés aux métastases symptomatiques, mais aussi d'améliorer la survie de ces patients avec une grosse difficulté qui est la mise à disposition de ce traitement, mais pas de remboursement en dehors de remboursement de l'acte lui-même. Alors en pratique, pour résumer l'ensemble de ces messages, lorsqu'on est face à un patient qui est naïf de castration et que l'on pose l'indication de castration, eh bien, on doit s'enquérir des facteurs de risque de déperdition osseuse et de chute, normaliser la vitamine D et prescrire une ostéodensitométrie, gérer les facteurs de risque, prescrire une activité physique et une normalisation du calcium, éventuellement référer le patient au rhumatologue dès qu'il y a l'identification d'un facteur de risque de perte osseuse. Quand maintenant on est face à un patient qui est résistant à la castration, on va poursuivre la prise en charge que je viens de décrire, on va évaluer son état dentaire par un panoramique dentaire, une consultation auprès d'un dentiste, au mieux auprès d'un stomatologue, et insister beaucoup sur l'hygiène dentaire à chaque consultation. On va aussi s'intéresser à l'état rénal du patient en prescrivant une clairance de la créatinine. Si celle-ci est normale, à ce moment-là, le patient est éligible pour soit l'acide zolédronique, soit le dénosumab. Si l'activité, la fonction rénale est altérée, à ce moment-là, ce patient ne peut recevoir que du dénosumab. La question qui reste en suspens pour ces deux molécules, c'est celle de la durée d'utilisation. On reste sur un accord d'experts sur l'initiation de ces traitements au diagnostic
de résistance à la castration et une utilisation sur 24 mois, parce que dans cette indication-là, on a très peu d'informations sur une utilisation plus prolongée. Et enfin, dernier point, lorsque le patient est symptomatique et dépourvu de métastases viscérales, il y a lieu de discuter chez lui l'utilisation du radium-223 avec toujours cet obstacle au remboursement. Merci Pierre, c'est parfaitement clair. Est-ce que Christophe, vous avez des commentaires? Oui, je pense qu'il est très important de réinsister sur l'importance de l'ostéodensitométrie, en particulier chez les patients qui vont avoir une association de radiothérapie et d'hormonothérapie longue, parce qu'on sait que, comme tu l'as très bien dit, c'est dans les premiers mois que la déperdition se fait. Et donc, dès qu'on a des facteurs de risque, un patient âgé, un patient qui est plutôt maigre, un patient qui est fumeur ou qui prend des corticoïdes, il est important de savoir demander cette ostéodensitométrie pour envoyer le patient chez le rhumatologue pour un éventuel traitement. Philippe, un point supplémentaire? Moi, j'insisterai sur le risque d'ostéonécrose de mâchoire, puisque c'est réellement le problème qui se pose avec tous les traitements anti-résorptifs osseux. Et donc, comme tu l'as insisté, quand au-delà de 2 ans, en dessous de 2 ans, on a 1 à 2% de risque. Au-dessus de 2 ans, on peut aller jusqu'à 3-4%, voire plus. Donc, après 2 ans, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Par contre, lorsqu'on utilise ces thérapeutiques en situation adjuvante, c'est-à-dire tous les 6 mois jusqu'à une durée de 5 ans, on a un risque nul d'ostéonécrose de mâchoire. Donc aujourd'hui se pose réellement le problème des intervalles entre les traitements et des durées de traitement. Et pour l'instant, on n'a aucune recommandation pour optimiser l'utilisation de ces traitements.